Lors de l'année de l'élection présidentielle de 1956, l'homme qui reprit le fardeau en Amérique fut John Foster Dulles, le secrétaire d'État. Immédiatement après la condamnation d'Israël par le Conseil de sécurité de l'ONU en janvier, M. Dulles annonça qu'il était en train d'essayer d'obtenir l'accord des principaux hommes politiques démocrates pour maintenir la question israélo-arabe en dehors du débat durant la campagne électorale présidentielle. Le 24 janvier 1956, le New York Times commenta « On sait que M. Dulles s'est plaint que les représentants de l'ambassade israélienne aux États-Unis ont cherché à persuader les candidats au Congrès de prendre une position favorable à la cause israélienne. Le secrétaire désire vivement qu'aucun des deux partis ne complique les délicates négociations pour une solution au Moyen-Orient en débattant de la question israélienne pour des avantages personnels ou partisans. Lors de la campagne électorale particulièrement, il craint que quelque chose ne soit déclaré pendant la campagne présidentielle qui pourrait inciter les Israéliens à penser que les États-Unis pourraient tolérer collaborer à une invasion israélienne des territoires arabes. Ainsi, M. Dulles se plaignait-il de la pression politique rapportée par le président Truman dans ses mémoires. Et tenta-t-il en 1956 ce que M. Forrestal avait tenté en 1947, au prix d'une destitution, d'une dépression et d'un suicide. Il fut immédiatement attaqué par la presse autant en Amérique qu'en Angleterre, de la même manière que M. Ernest Bevin et M. Forrestal dans les années 47-48. Il reçut une lettre réprobatrice d'un groupe de membres républicains au Congrès, auquel il répondit d'un ton apaisant, 7 février 1955, que la politique étrangère des États-Unis inclut la préservation de l'État d'Israël. Nous n'excluons pas la possibilité de vendre des armes à Israël. Entre-temps, il avait péché davantage, car le Jerusalem Post, qui en 1956 était une sorte de gazette des capitales occidentales, annonça qu'il avait commis un acte mineur mais inamicable. Il a reçu pendant 45 minutes une délégation du Conseil américain pour le judaïsme. Le Conseil sioniste américain protesta immédiatement contre la proposition de M. Dulles que la question palestinienne soit maintenue en dehors du débat durant l'élection présidentielle. Son président, un certain rabbin Irving Miller, qualifia cela de vision erronée. Le fait qu'un segment particulier de la politique étrangère soit retiré de l'arène du public, libre et sans entrave. Quant à cette absence d'entrave, les rares allusions suivantes à la situation actuelle apparue à cette époque dans la presse américaine. Les querelles d'Israël avec ses voisins ont été transférées à chaque tribune américaine. Ou le simple fait d'expliquer pourquoi les Arabes ressentent ce qu'ils ressentent fait de vous un candidat à l'anéantissement professionnel. Miss Dorothy Thompson, une politique pro-égyptienne, ne donnera aucune voix aux républicains dans le New Jersey, le Connecticut ou le Massachusetts. Et lorsqu'on discute avec les hommes politiques de profession, on entend peu parler de la question. George Sokolsky, les cerveaux politiques soutiennent que pour obtenir le vote juif dans les États aussi cruciaux que le New York, le Massachusetts, l'Illinois, le New Jersey et la Pennsylvanie, les États-Unis devraient apporter un soutien total contre les Arabes. John O'Donnell. Le développement suivant fut une annonce dans le New York Times, 25 février 1956, que M. Dulles devrait faire face à une enquête sur la politique étrangère demandée par la Commission des Affaires étrangères du Sénat pour enquêter sur les tournants et les virages de l'administration dans sa politique d'armement au Moyen-Orient. M. Dulles parut comme prévu devant la commission du 24 février 1956 et cela mena à un incident significatif. Habituellement, le public en Amérique et en Angleterre est défendu d'exprimer toute opinion défavorable sur l'aventure en Palestine qui lui coûte si cher. Les candidats à l'élection ne peuvent espérer être désignés sur le parti s'ils ne souscrivent pas à la vision sioniste et la presse en général refuse de publier toute autre vision
À cette occasion, le représentant responsable au cabinet donna une audience constituée d'autant d'Américains que pouvait en contenir l'espace réservé aux spectateurs, et ils l'avocionnèrent à son entrée, pendant qu'il parla, et à sa sortie. La raison de cette ovation était claire, et l'incident montrait comme le public occidental réagirait si leur leader politique faisait jamais appel à eux franchement concernant cette question. M. Dull dit, entre choses, une des plus grandes difficultés auxquelles les États-Unis doivent faire face dans leur rôle de tentative de médiation entre Arabes et Israéliens est la croyance du monde arabe selon laquelle l'approche de Washington serait guidée par des pressions politiques internes. Il y avait le danger que les Israéliens précipitent ce qu'on appelle une guerre préventive. Si cela se produisait, les États-Unis ne s'engageront pas aux côtés d'Israël parce qu'ils ont des engagements avec leurs alliés, s'opposer à toute nation qui commencerait une agression au Moyen-Orient. Il suggère plusieurs fois que les pressions politiques internes étaient exercées pour tenter de forcer l'administration à prendre une tournure excessivement et imprudemment pro-israélienne au Moyen-Orient. Ce qui était applaudi alors était clair, et c'était la première allusion officielle et publique devant une assistante grand public à la poignée qui maintient l'Occident en servitude. La manifestation d'approbation publique ne diminua pas les pressions dont M. Dull se plaignait. Quelques semaines plus tard, 12 avril 1956, il fut interpellé devant les leaders du Congrès pour faire un compte-rendu sur le Moyen-Orient. Elle leur dit, ouvrez les guillemets, je crains qu'il ne soit trop tard pour une solution pacifique. Il indique que les deux facteurs clés dans la politique des États-Unis au Moyen-Orient étaient en conflit, à savoir, ouvrez les guillemets, la rétention des éminentes ressources de pétrole de la région à des fins militaires et économiques en Europe de l'Ouest. Ces ressources se trouvent actuellement dans les pays arabes, et la préservation d'Israël en tant que nation. Le leader de la Chambre des démocrates, M. John McCormack, demanda alors sur un ton péremptoire, ouvrez les guillemets, quelle politique est prioritaire, sauver Israël ou conserver la mainmise sur le pétrole? Par sa réponse, nous essayons de faire les deux. M. Dull montra que tout l'Occident était profondément que jamais prisonnier du dilemme insoluble créé par la participation originelle de la Grande-Bretagne au sionisme. Dans l'effort vain de faire les deux, M. Dull empira bientôt les choses. Apparemment, il n'avait jamais eu espoir que sa proposition originelle réussirait. Il poussa un beuglement de rire sardonique quand on lui a demandé, lors d'une conférence de presse à la même époque, s'il croyait vraiment qu'il pourrait faire retirer la question israélo-arabe de la politique. Au moment même où il parlait devant la commission du Sénat, ses spectateurs auraient-ils applaudi s'ils avaient su? On était en train d'imaginer la méthode par laquelle l'Amérique pourrait annoncer officiellement qu'elle ne fournirait pas du tout d'armes au Moyen-Orient et en même temps garantirait qu'Israël reçoive des armes, lui permettant de lancer la guerre préventive que le secrétaire d'État craignait. Le moyen était similaire à celui utilisé dans le cas des réparations de l'Allemagne de l'Ouest qui furent exigées sous la pression américaine et assurer l'approvisionnement d'Israël en argent ou en biens sans que cela n'apaise dans aucun budget américain. Immédiatement après le report de M. Dull devant la commission du Sénat et apparemment en réponse avec celui-ci, les troupes israéliennes réalisèrent une attaque organisée à l'avance et planifiée. Les Égyptiens dans le territoire de Gaza, tuant 38 personnes 27 février 1956, et fut condamné pour agression brutale par l'UMAC. En quelques semaines, les chroniqueurs commencèrent alors à faire des allusions à la nouvelle façon de fournir des armes à Israël. Si les États-Unis vendaient des armes à Israël, cela rouvrirait le pipeline d'armes communistes vers les États arabes. Apparemment, on pense que la même chose n'arriverait pas si la Grande-Bretagne, la France et le Canada satisfaisaient aux demandes d'armes de la part d'Israël. On estime ici que si les Alliés vendent des armes à Israël, les États-Unis pourront maintenir leur propre situation d'impartialité. C'était faire les deux. En pratique, le rabbin
Hillel Silver, le leader sioniste qui avait prononcé la prière pour la grâce et la guidance à l'investiture du président, déclara alors en Israël que l'administration Eisenhower n'a pas encore dit son dernier mot sur les armes pour Israël. New York Times, 4 avril 1956. De retour à Washington, il eut une discussion très franche et amicale avec le président, puis on révéla que les États-Unis encourageaient discrètement les gouvernements français et canadiens à vendre des armes à Israël. New York Times, avril 1956. Puis ces derniers se révélèrent être en vérité des armes fournies par les Américains, car le gouvernement français annonça officiellement le 12 mai 1956 que le gouvernement américain avait accepté de retarder des livraisons afin de permettre à la France d'effectuer rapidement une dernière livraison de 12 avions Mystère 4 en Israël. Il faisait partie des avions français qui seraient utilisés lors de l'attaque de l'Égypte 5 mois plus tard. Le fait que l'armée de l'air française y prenne part ne fut pas révélé en mai. Pour être clair, le gouvernement américain finançait l'achat d'armes pour ses alliés dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à cette époque, en passant des commandes aux fabricants étrangers. Ces livraisons financées par les Américains étaient détournées vers Israël sur l'incitation américaine, dont le traité de l'Atlantique Nord, censé au départ être une alliance de l'Occident contre l'agression soviétique et le communisme, fut lui aussi détourné à des fins sionistes, signé en 1949. Le but prétendu originel était que les membres, l'Amérique et le Canada, l'Angleterre, la France et 10 autres pays européens, puis la Turquie, considéraient toute attaque de l'un d'entre eux comme une attaque de tous et porteraient assistance à celui qui est attaqué. Dans le gouvernement américain, tout en s'en prenant à l'Union soviétique pour avoir fourni des armes à l'Égypte et déclarant que lui-même ne promouvait pas la course à l'armement au Moyen-Orient en fournissant des armes à Israël, procurait en réalité des armes à Israël afin de maintenir la supériorité de cette dernière sur la totalité des 7 pays arabes. Ici, M. Dull opérait avec une pincée de machiavélisme qui eut l'effet de l'huile sur le feu. L'acte d'acquisition de matériel militaire ne fut même pas tenu secret, comme les citations ci-dessus le montrent. On lui fit de la publicité et on l'utilisa comme un discours vantard destiné à obtenir des voix dans cette campagne électorale dont M. Dull avait demandé que la question israélo-arabe soit tenue à l'écart. Un curieux effet secondaire de cette machination en Occident était que les déclarations faites sur cette question particulière par les dirigeants totalement sans scrupules de Moscou prenaient une apparence d'honnêteté et respectabilité. Par exemple, le gouvernement soviétique, lorsque la tempête de protestation occidentale à propos des armes pour l'Égypte commença, envoya une note au gouvernement américain, britannique, égyptien et tchécoslovaque, déclarant « Le gouvernement soviétique considérait que chaque État possède le droit légitime de s'occuper de sa défense et d'acheter des armes pour ses besoins défensifs et d'autres États dans les conditions commerciales normales et qu'aucun État étranger n'est en droit d'intervenir. C'est une déclaration irréprochable d'une position légale et même morale, et elle fut reprise par Israël, car pendant que le tapage occidental enflait le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Moshe Charet déclara alors à New York le 10 novembre 1955, ouvrez les guillemets, si nous sommes acculés et que notre existence est en péril, nous chercherons et accepterons des armes de n'importe quelle provenance mondiale en réponse et à la question de savoir si les soviétiques avaient offert des armes à Israël. Ainsi, toutes les sens du tollé en Occident étaient en fait que les armes soviétiques ne devaient pas aller aux États arabes et pour cela, aucune espèce d'argument moral ou légal n'existe. 6 mois plus tard, la veille de l'élection présidentielle, immédiatement avant l'attaque israélienne de l'Égypte, le New York Daily News fit appel à l'électeur juif en récapitulant les services républicains suivants. Ouvrez les guillemets, l'administration Eisenhower n'a pas eu la possibilité de fournir Israël en matériel lourd à cause de diverses situations internationales délicates. Néanmoins, l'administration en avril et mai dernier a bien aidé Israël à obtenir 24 avions Mystère français et le mois dernier, le Canada a annoncé la vente de 24 jets Sabre à Israël. Les représentants israéliens ont déclaré que M. Dull
et activement utilisé l'influence du gouvernement des États-Unis pour promouvoir des ventes d'avions français et canadiens. Dans ce contexte, Israël sans défense, Ben Gourion organisa son défilé anniversaire le 16 avril 1956 avec force exhibition d'avions et de chars américains, britanniques et français. New York Times, 17 avril. Les armes soviétiques furent probablement retirées du défilé à cette occasion, en accord avec la propagande du moment en Occident. Le 24 avril, à Jérusalem, Ben Gourion proclama une fois encore le projet nationaliste et expansionniste. Ouvrez les guillemets, le rassemblement continu d'exilés est le but suprême d'Israël et la condition sine qua non de la réalisation de la mission messianique qui a fait de nous un peuple éternel. Le subterfuge par lequel les États-Unis procuraient des armes à Israël tout en refusant officiellement de les fournir, personne ne se réjouit particulièrement de notre décision de ne pas vendre d'armes à Israël, mais d'encourager d'autres alliés à le faire et d'abandonner du matériel réservé à ces fins. New York Times, 19 mai 1956. N'amenait aucun répit au président américain. Une soumission déclarée et la condition requise invariable à la colère sioniste commença à être dirigée contre lui. La veille de son second gros problème de santé au début de l'été, et dut subir une opération pour une hépatite. Les railleries commencèrent à fuser contre lui, comme quoi il n'était qu'un président à temps partiel. Une éminente sioniste, Madame Agnès Meyer, lança la chose en disant devant un public juif à New York que pendant que le bastion de la démocratie, Israël était en péril. Le président n'est pas à son poste. À Washington, il joue au golf à Augusta, et le poussant à se demander si cette nation peut se permettre un président à temps partiel. La seconde maladie qui suivit presque immédiatement interromput cette attaque particulière pendant un temps, mais le président Eisenhower, comme d'autres avant lui, n'eut pas le loisir d'oublier que les ressources entières de la propagande sioniste pourraient à tout moment se retourner contre lui s'il sortait de la ligne de ses prédécesseurs, tandis qu'il se débattait dans ses raies outre-Atlantique. Un autre Premier ministre semblait sur le point d'être broyé sur la roue sioniste, Sir Anthony Eden. À un tour, autre siècle serait devenu un homme d'état-major. Et ce siècle-ci, l'engagement dont il hérita fut dès le début de son ministère un boulet à traîner derrière lui. Aucun homme politique au monde ne l'égalait quand il prit la fonction de Premier ministre en 1955 en qualification et en expérience. Il était de la génération de la Première Guerre, si bien que le souvenir des champs de Flandre formèrent l'arrière-plan de toute sa vie d'adulte, qui par la suite fut entièrement consacrée à la politique. Il venait d'une vieille famille avec une tradition héritée pour le service et était brillant et de belles prestances. Il s'éleva au poste de ministre à un jeune âge et avec de courts intervalles occupa poste élevé sur poste élevé pendant plus de 20 ans, durant lequel il en vint à connaître personnellement chaque dictateur et député d'Europe et d'Amérique du Nord. Il acquit ainsi une expérience unique pour les années éprouvantes qui se profilaient. Seul Sir Winston Churchill dans le monde entier avait un rang comparable de connaissance, de négociation et en général de formation à ce qui autrefois était considéré comme l'art de la diplomatie. Il est encore jeune pour la fondation de Premier ministre quand Sir Winston céda à la loi de l'âge et tendit le flambeau à l'homme qui avait décrit comme incarnant l'espoir de vie de la nation britannique. 1938, M. Eden, tel qu'il était en 1938, s'attira l'espoir des hommes de sa génération par sa démission du gouvernement britannique en protestation contre la politique d'apaisement d'Hitler qui, jugea-t-il à raison, était le chemin le plus sûr vers la guerre. Le fait qu'on donnât son nom à l'événement d'octobre 1956 rendit celui-ci plus difficile à supporter pour ses contemporains. J'ai connu M. Eden comme un correspondant étranger pourrait connaître un homme politique dans les années qui menèrent à la Seconde Guerre, et en vertu de nos sentiments similaires en cet âge sombre, j'ai pu lui écrire par la suite à des moments où il semblait perdre le contact avec l'esprit de sa génération et recevoir une réponse plaisante, témoignant d'une relation ancienne et de la lecture attentive de mes livres. Je vis en 1935 sortir
la mine troublée d'une première rencontre avec Hitler, qui, avec des accents menaçants, lui avait dit que l'armée de l'air allemande, alors officiellement non existante, était plus importante que l'armée de l'air anglaise. Je l'accompagnai à Moscou et puis confirmer auprès de lui quelque chose que j'avais entendu concernant sa première rencontre avec Staline, que le bandit géorgien avait montré du doigt le petit point sur la map monde qui représentait l'Angleterre et dit combien il était étrange qu'un si petit pays détienne la clé de la paix mondiale. Une affirmation correcte à l'époque. Avec ses souvenirs personnels, je fus probablement plus atterré que la plupart des hommes quand j'appris l'action dans laquelle on le fourvoya à tort en octobre 1956. Dès le début, en mai 1955, l'observateur expérimenté put voir qu'il n'était en vérité pas tant le Premier ministre que le ministre de la question juive, représenté à sa génération par l'État sioniste et son ambition. Cela signifiait que toute la durée de sa fonction tomberait sous l'emprise de cette ombre et que son destin politique serait déterminé par ses actions, eu égard au sionisme, et non par sa réussite ou son échec en matière d'intérêt national. Cela fut illustré à la veille de son ministère. Alors qu'il était encore ministre des Affaires étrangères pour quelques semaines de plus, le gouvernement britannique avait conclu un arrangement avec l'Iran et la Turquie pour assurer la défense des intérêts britanniques au Moyen-Orient, dont les ressources en pétrole étaient vitales à l'Angleterre et aux dominions des antipodes. Le débat à la Chambre des communes ignora cet aspect et pesta contre les conséquences de ces accords sur Israël, si bien que 2 membres isolés sur 625 protestèrent. Ce débat n'est pas sur la Palestine et le ministère des Affaires étrangères doit rechercher les intérêts mondiaux et les intérêts de la Grande-Bretagne. Même s'il cause de la contrariété et l'embarras à d'autres États. M. Thomas Reid a en jugé par presque tous les discours des honorables membres des 2 partis. On serait pardonné d'avoir imaginé que le débat concernait avant tout les conséquences d'impact sur Israël au lieu de l'amélioration de notre système défensif mondial contre la menace de l'impérialisme russe. M.F.W. Bennett, ce à quoi un membre socialiste juif répondit pourquoi pas. Dans les faits, il était à cette époque devenu quasiment impossible de débattre d'une quelque question majeure excepté en termes de ses conséquences pour Israël, et cela préfigurait nettement le cours que prendrait le ministère de Sir Anthony durant les derniers mois de 1955. Alors Premier ministre, il continua à se démener sur la question du Moyen-Orient, suggérant lors d'une occasion qu'une force internationale soit placée entre Israël et les États arabes. Les États-Unis rechignaient, et lors d'une autre qu'Israël pourrait accepter les rectifications de frontières mineures, comme s'était emparé en 1948 de plus de terres que ne lui avaient attribué les Nations Unies. Cela provoqua les accusations sionistes furibondes dans les journaux new-yorkais, comme quoi la Grande-Bretagne avait rejoint le rang des ennemis d'Israël. Puis l'année de l'élection présidentielle et la crise de Sir Anthony commencèrent. La machine sioniste démarra en 4e vitesse, jouant Washington contre Londres et Londres contre Washington, avec le savoir-faire de 40 années d'expérience de mensongerie. En mars, une chose significative se produisit, ignorée du monde. Elle rendit certain une attaque prochaine de l'Égypte pour l'observateur attentif des événements. La veille de la Pâque juive, la mystérieuse Voice of America diffusa une commémoration chargée d'allusions explosives d'actualité de l'évasion des Juifs hors de la captivité égyptienne, considérée dans sa relation évidente au bombardement de propagande de l'Égypte, alors en cours à Washington et Londres. Cela présageait clairement des événements violents avant la Pâque prochaine. Le peuple américain en général ne sait rien de ce que The Voice of America dit ou à qui elle parle. Même en faisant des recherches, je n'ai pu découvrir quel ministère officiel est censé superviser cette voix, qui est utilisée pour exprimer les intentions du gouvernement américain à des populations auditrices lointaines. J'ai pu apprendre que ces fonds budgétaires et autres sont immenses et qu'elles se composent en majorité de juifs de l'Est et sont fonctionnés
dans l'irresponsabilité et le secret. Pendant le soulèvement hongrois contre les soviétiques en octobre et novembre 1956, plusieurs correspondants américains revenant des champs de bataille et des fugitifs hongrois attribuèrent dans une large mesure la responsabilité de cette tragédie à cette voie. Les Américains avaient trouvé un peuple hongrois sur intervention américaine. Les Hongrois se plaignaient que bien que le mot révolte n'ait pas été utilisé dans les faits, la voix incita et instigua la révolte et maintient la perspective d'un secours américain. En même temps, le président Eisenhower disait au peuple américain « Nous n'avons jamais conseillé au peuple captif de s'élever contre la force armée. » Des critiques similaires furent faites envers Radio Free Europe, une organisation privée américaine qui opérait depuis l'Allemagne sous la licence du gouvernement ouest-allemand. Un des premiers réfugiés hongrois à atteindre l'Amérique se plaignait que The Voice of America et Radio Free Europe pendant des années nous ont harcelés pour qu'on se révolte, mais quand le soulèvement national est survenu, aucune aide américaine n'a été apportée. New York Times, 23 novembre 1956. Le gouvernement ouest-allemand ordonna une enquête sur les programmes de Radio Free Europe durant le soulèvement hongrois. Elle opérait depuis Munich, après que des accusations répandues partout eurent apparu dans la presse ouest-allemande, selon lesquelles elle avait, dans les faits, joué un rôle de provocateur. Par exemple, un texte préparé le 5 novembre 1956, alors que le soulèvement était en cours, dit au peuple hongrois qu'une aide militaire occidentale ne pourrait être espérée avant 2 heures du matin. Une suggestion évidente qu'elle aurait bien, à un moment, New York Times, 8 décembre 1956, l'insinuation la plus grave d'un but provocateur apparue dans les déclarations faites par Madame Anna Kettli, directrice du Parti social-démocrate hongrois, qui s'enfuit durant la courte libération du pays, et dit que pendant qu'elle était en prison en 1952, Radio Free Europe, dans un programme au pays captif, dit que je menais le mouvement de libération souterrain depuis ma cellule en prison et cita les noms de plusieurs leaders de mouvements présumés. On me fait sortir de prison où j'avais été isolement complet depuis 1950 et je fus confronté à des centaines d'anciens militants du Parti social-démocrate et des syndicats. Tout avait été torturé par la police politique pour avouer leur participation au complot anticommuniste non existant. Il n'y avait absolument rien de vrai dans les reportages de Radio Free Europe. J'avais vécu un complet isolement depuis mon arrestation et j'avais vu personne. Dès ce moment-là, tout le poids de la propagande occidentale se retourna contre l'Égypte. Les événements qui suivirent peuvent être considérés à la lumière des notes personnelles d'Henry Stimson, ministre de la guerre durant la période précédant Pearl Harbor, selon laquelle le but de l'administration du président Roosevelt était de manœuvrer le Japon afin qu'il tire le premier. Les événements postérieurs eurent tous l'apparence d'avoir été conçus pour manœuvrer l'Égypte afin qu'elle tire la première. L'Égypte ne le fit pas cela. Alors le monde décida que tirer le premier n'était plus nécessaire pour se qualifier en tant qu'agresseur. Le pays en question pourrait être surnommé l'agresseur alors qu'il était en train d'être envahi. Et même avant, les ressources de la propagande de masse en étaient arrivées à ce point-là jusqu'au XXe siècle. Toutes les condamnations d'Israël pour cause d'agression n'avaient rien signifié. La période de crise commença le 7 mars 1956, juste avant l'émission de The Voice of America sur la captivité égyptienne, alors que Sir Anthony Eden faisait à nouveau face à l'éternelle question à la Chambre des communes. À cette période, ses adversaires socialistes, malgré les nombreuses condamnations d'Israël, étaient acharnés dans leur réclamation d'armes pour Israël et d'un nouveau traité de garantie pour Israël. Comme les politiciens new-yorkais, ils voyaient l'espoir d'arriver au pouvoir dans une nouvelle soumission à Sion. Le Premier ministre dut subir une enquête de vitupération et d'insultes dépassant tout ce qu'on avait pu entendre à la Chambre des communes depuis les derniers jours du ministère de Neville Chamberlain. Le New York Times. Ce fut une scène qui pendant un temps sembla choquer même ceux qui l'avaient causé. Le président de la Chambre lui-même dut intervenir pour implorer la Chambre d'écouter le Premier ministre. Le Daily Telegraph.
Sir Anthony protesta en vain qu'il avait été entendu avec politesse pendant plus de 30 ans par la Chambre. À ce moment-là, il se pouvait qu'il espérait un soutien américain, car le même jour, le président Eisenhower dit qu'il était inutile d'essayer de maintenir la paix au Moyen-Orient en armant Israël avec ses 1,7 million habitants contre 40 millions d'Arabes. L'acquisition américaine d'armes pour Israël était alors en cours. En Angleterre, Sir Anthony trouva tout le monde contre lui. Le Daily Telegraph, prétendu dans le camp de son propre parti, pouvait, dans ses rapports d'information, paraître choqué de la manière dont la Chambre le traitait. Mais dans ses éditoriaux, elle disait que les arguments pour donner des armes à Israël étaient irréfutables. Un mot qui épargne toujours le besoin d'apporter des arguments corroborant ses opposants, les socialistes, s'affranchirent de toute retenue dans leur empressement à le renverser au moyen d'Israël. Le journal de gauche principal de New Statesman, dans les deux éditions successives, dit que l'Angleterre n'avait aucun droit au moyen de mener une guerre. Quelles que soient les circonstances, elle devait déposer toutes les armes. Une défense efficace est maintenant au-dessus de nos moyens et le désarmement est la seule alternative à l'annihilation, dit Mars, et que l'Angleterre devrait armer Israël et s'engager à partir en guerre pour Israël. La guerre sera moins probable si Israël est fourni en armes modernes et le parti travailliste a raison de pousser à ce qu'Israël les obtienne maintenant. Le problème n'est pas tant le côté peu souhaitable de garantir une frontière qui n'a pas encore été formellement établie, mais la question militaire de rassembler et de fournir la force nécessaire. Dispose-t-on d'une puissance navale suffisante en Méditerranée orientale? Est-ce que Gates, le leader socialiste, est seulement sûr que le public britannique l'appuierait pour partir en guerre, probablement sans l'appui des Nations Unies en défense d'Israël? 17 mars. Les conséquences innombrables de l'engagement originel, en apparence mineur, en version peuvent être observées dans de telles citations. À cette occasion, Sir Anthony Eden parut tenter, de concert avec le gouvernement des États-Unis, d'endiguer une course folle, mais il donna un avertissement à l'Égypte qui n'était pas alors justifié et était de mauvais augure, comme les événements le montrèrent. À cette période, les gouvernements britanniques et américains courtisaient officiellement l'amitié égyptienne dans l'espoir d'aider à pacifier le Moyen-Orient. Dans ce but commun, l'Angleterre, sous la pression américaine, se préparait à retirer ses troupes du canal de Suez. Pourquoi Sir Anthony Eden céda sans garantie à la pression pour lâcher ce qui, immédiatement après, fut proclamé comme la nécessité vitale du Commonwealth britannique, fait partie de ces questions auxquelles les hommes politiques ne répondent jamais. La pression de Washington sur le sujet lié au Moyen-Orient a toujours été, dans les 4 dernières décennies, une pression sioniste. En définitive, et à environ la même époque, un journaliste égyptien, M. Ibrahim Issa, fut cordialement reçu par le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre travailliste israélien, qui lui dirent qu'Israël et l'Égypte avaient le but identique de s'opposer à l'influence britannique au Moyen-Orient. Rose El Youssef, mai 1956, New York Times, 20 mai 1956. La conséquence de cette soumission à la pression devint très vite évidente. Il y aura la guerre, impliquant l'Angleterre dans une grande humiliation, un fiasco. Le retrait britannique était censé être la moitié d'un plus large arrangement anglo-américain pour gagner l'amitié des Arabes, et l'autre moitié américaine n'avait pas encore été acquittée. Elle consistait à se joindre au gouvernement britannique et à la Banque mondiale pour fournir 900 millions de dollars pour la construction d'un barrage sur le Nil à Aswan. L'offre avait été faite à l'Égypte en décembre 1955. La chronique des événements devint à nouveau important. Les troupes britanniques se retirèrent du canal de Suez en juin 1956 comme promis. Le 6 juillet 1956, le porte-parole du département d'État dit à la presse que l'offre du barrage d'Aswan tenait toujours. Quelques jours plus tard, l'ambassadeur égyptien à Washington annonça que l'Égypte avait décidé de manière définitive qu'elle souhaitait l'aide occidentale pour le barrage. Le 19 juillet, l'ambassadeur égyptien rendit visite à M. Dul pour accepter l'offre.
On lui dit que le gouvernement des États-Unis avait changé d'avis. À Londres, la veille, le porte-parole du Bureau des Affaires étrangères avait annoncé que le parti britannique de l'offre tenait toujours. Le 19 juillet, le porte-parole informa la presse et non l'ambassadeur égyptien que l'offre britannique, elle aussi, était retirée. Le porte-parole refusa de donner les raisons, mais reconnut qu'il y avait une concertation continue entre Whitehall et Washington. Donc la pression pour rendre furieux les Égyptiens par cet affront méprisant venait du même endroit que la pression pour les apaiser en se retirant du canal de Suez. Le gouvernement britannique se retrouva seul dans son coin,